Bonsoir à tous. Je voudrais vous présenter Mona Leluyet. Vous l'avez déjà vue l'année dernière. Elle était lauréate du prix des jeunes chercheurs. C'était une année un petit peu avec un petit tir groupé. Ils étaient 4. Voilà. Donc elle vient présenter ses travaux, l'avancée de ses recherches depuis l'époque où elle, pas si lointaine, où elle a fait sa thèse à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, sous la direction de Priscilla Bayle et Dominique Henri-Gambier, soutenue en 2016. Depuis, elle est en Angleterre, à l'université de Kent. Elle a réussi à remporter 2 bourses postdoctorales successives. Déjà, une, c'est dur, alors 2, vous imaginez, la bourse Thyssen et la bourse Marie Curie. Être près des micros. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes résultats sur l'évolution des dents humaines du Paléolithique supérieur à nos jours. Et je vais commencer par vous parler de qui d'abord s'intéresse aux dents. De nombreux spécialistes des dents actuelles mais aussi des dents anciennes. Donc des dents anciennes ou des dents récentes, donc les paléontologues, les archéologues, les paléanthropologues, mais donc les dentistes également, ainsi que des zoologues et des généticiens. Il y a d'ailleurs eu une conférence internationale sur les dents à Bordeaux en octobre 2017, qui a réuni plus de 220 spécialistes qui travaillent sur les dents, 220 spécialistes d'une trentaine de nationalités qui sont venus à Bordeaux pendant 3 jours présenter leurs recherches sur les dents. Donc ça vous donne une petite idée de l'ampleur de la communauté scientifique qui peut s'intéresser aux dents humaines ou animales d'ailleurs. Et pourquoi les dents? Bonne question. Pourquoi on s'intéresse aux dents? Premièrement, parce que grâce à leur constitution, en fait, les dents sont très résistantes. Elles sont les restes qui sont la plupart du temps le plus fréquemment retrouvés dans les gisements archéologiques ou paléontologiques. On les trouve vraiment assez fréquemment dans le registre fossile. Et deuxièmement, parce qu'elles contiennent de nombreuses informations au sein de leur structure, à l'extérieur ou à l'intérieur de leur structure. Et ces informations sont cruciales en anthropologie notamment. Donc, la morphologie en fait, des dents et leur développement sont des paramètres clés qui sont utilisés dans de nombreux aspects, comme les attributions taxinomiques, la phylogénie par exemple, mais aussi pour identifier des différences entre les espèces du genre Homo ou d'autres espèces, mais aussi au sein de différents individus d'une même espèce. Elles permettent donc de discuter de macro-évolution et de micro-évolution, j'y reviendrai juste après. Mais elles contiennent aussi, les dents, des informations sur l'individu en lui-même, l'individu à qui appartient ces dents. Donc on peut déterminer son âge, par exemple. Ici, vous voyez une radiographie qui est classiquement utilisée pour estimer l'âge d'un individu. On peut discuter de son sexe, d'attribution de son sexe, de la croissance et d'autres aspects sanitaires, par exemple. Enfin, tout un panel d'informations qui sont enregistrées dans les dents. Au niveau, je vous disais, de la représentativité des restes dentaires dans le registre fossile, on a 2 exemples récents où on a trouvé de nombreux restes dentaires. C'est le cas de cette espèce Homo naledi qui a été découverte, publiée en 2015 par Lieberger et collègues. Homo naledi qui est donc retrouvé dans la grotte de Rising Star en Afrique du Sud, pour lesquels de nombreux vestiges dentaires ont été retrouvés. Vous pouvez les voir ici, on les retrouve de façon isolée ou alors en place sur les mandibules. Et ici, dans ce cas, les dents représentent presque un quart des vestiges représentant la nouvelle espèce Homo naledi. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien représenté, et c'est le cas également pour cette nouvelle espèce découverte cette année. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, Homo luzonensis. Cette espèce, elle est représentée par un assemblage de 13 restes osseux et dentaires, vous les voyez tous ici. Et parmi ces 13 éléments, on en a 7 qui sont des dents. Donc, encore une fois, une présence importante des restes dentaires dans le registre fossile, et c'est les caractéristiques de ces dents et de ces phalanges notamment qui a permis, en tout cas la morphologie et la combinaison de caractères anciens et dérivés qui ont permis d'attribuer ces restes à une nouvelle espèce.
Homo luzonensis. Un autre aspect, les dents sont à l'interface directe entre un individu et son environnement. Donc les dents servent à saisir la nourriture, à la mastiquer, etc. Et donc leur composition interne et leur morphologie externe est souvent adaptée à cette fonction de mastication. Donc par exemple, vous voyez que chez les rongeurs, on a des dents qui sont relativement larges, plates, qui sont adaptées à broyer en fait les aliments en petits morceaux, alors que chez les carnivores, ici, on a des dents qui sont beaucoup plus tranchantes, acérées. On parle souvent de dents carnassières, donc vraiment des dents qui sont faites pour découper, broyer la viande. Ça veut dire que si on veut résumer, alors il y a toujours des exceptions à la règle, mais si on veut résumer, on a une forme de dent qui correspond souvent à un taxon et qui correspond souvent à un régime alimentaire particulier. Donc grâce à ce genre d'éléments, on obtient de nombreuses informations sur les individus et c'est pourquoi on parle souvent de boîte noire quand on caractérise les dents, parce qu'elles contiennent toute une quantité d'informations sur l'individu. Donc on dit que ce sont des véritables boîtes noires d'informations biologiques enregistrées très finement à l'intérieur de la structure, enregistrées au niveau interne. Par exemple ici, quand on regarde les épaisseurs de l'émail et les proportions des tissus, on peut très facilement distinguer des différentes espèces. Ici, les hommes de Néandertal qui ont des émails avec des épaisseurs très fines, comparé à l'homme moderne qui a un émail plus épais. C'est aussi le cas au niveau des proportions des tissus. On voit une représentation au niveau de la couronne qui permet d'attribuer une dent à une espèce ou à une autre. Au niveau externe, on a également des marqueurs de stress, des marqueurs d'état sanitaire que vous pouvez voir ici. Ce sont des hypoplasies de l'émail qui marquent des stress dans la croissance. Et on les retrouve aussi au niveau interne. Ce sont par exemple la ligne néonatale qui marque qu'il y a un stress très grand sur l'individu et qui marque le moment de sa naissance. Et enfin, comme je vous disais, la morphologie d'une dent est adaptée à un régime alimentaire, mais l'usure de sa dent aussi nous en apprend beaucoup sur l'alimentation de l'individu, que ce soit les macro-usures au niveau macroscopique et les micro-usures, du coup, à une échelle plus fine, microscopique. Donc, après vous avoir présenté rapidement, brièvement, ce à quoi on s'intéresse en tant que paléoanthropologue et pourquoi les dents sont utiles, je voudrais juste rappeler brièvement quelques éléments pour être sûr de tout le monde suivre de quoi je parle et que je ne parle pas dans des choses trop compliquées. Donc, vous connaissez probablement la plupart de ces éléments, mais je voudrais les rappeler juste pour être sûr que tout le monde comprenne de quoi je parle. Alors, je vous ai dit que les dents sont les éléments qui se conservent le mieux, mais ce sont aussi les seuls éléments du squelette qui peuvent s'observer directement sur le vivant. En fait, tous vos os sont recouverts de chair, de peau, ils sont protégés à l'intérieur de votre corps, alors que vos dents sont protégées uniquement par vos lèvres, qui peuvent bouger. Et donc, quand vous souriez, vous révélez une partie de votre squelette. C'est une info que je trouve assez intéressante et drôle à mettre en avant, parce que c'est évident, mais on ne le réalise pas souvent. En fait, quand on sourit, on montre une partie de son squelette. Alors, au niveau de l'orientation, je vais utiliser des termes qui peuvent être un peu barbares des fois, mais bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est juste pour se situer dans la partie de la dent. On a des dents donc, qui sont sur le maxillaire, en partie supérieure de la mâchoire, ou sur la mandibule, en partie inférieure de la mâchoire. Et quand on parle de l'orientation d'une dent, selon qu'on soit sur l'avant ou sur l'arrière de la mandibule, on parle de mésial ou de distal. Selon qu'on soit du côté de la langue, on parle de lingual, et du côté de la joue, on parle de buccal. Et la surface qui nous sert à mâcher, on l'appelle la surface occlusale. Alors que la racine qui est contenue dans la mâchoire, son apex, et on parle de la face apicale. Au niveau des types de dents, on a 4 types de dents principaux chez l'homme, des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires. Donc chaque type de dent a une fonction précise au niveau de l'alimentation. Au total, on a 32 dents chez l'homme et elles sont différentes, donc on appelle ça
hétérodonte, alors que chez certaines espèces, on va avoir un même type de dents tout du long de l'arcade et on va appeler ça homodonte. Au niveau de la génération des dents, on va avoir 2 générations de dents. Les enfants ont des dents de lait, des dents déciduales, et elles sont remplacées progressivement par des dents permanentes. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont les germes des dents permanentes qui sont sous les dents déciduales d'un enfant d'environ 2 à 5 ans. Au total, on a 20 dents déciduales et 32 dents permanentes. Au niveau maintenant de la structure d'une dent en elle-même, on a 2 parties, la couronne de la dent et la racine de la dent. Et cette dent est composée de 3 tissus différents. L'émail, qui est en partie externe de la couronne, la dentine, qui se trouve sous l'émail et sur la racine, et au sein de cette dentine, on a un tissu mou, la pulpe, qui n'est pas conservé dans le registre fossile, qu'elle laisse un vide. Alors, une grande partie des paléoanthropologues qui travaillent sur l'évolution humaine s'intéressent plus à des changements biologiques sur le temps long, entre différentes espèces de la lignée humaine, ou même se focalisent sur les ancêtres les plus anciens de la lignée humaine. Moi, dans mon travail, je me focalise uniquement sur l'homme dit anatomiquement moderne, donc des périodes plus récentes, depuis l'arrivée de l'homme en Europe jusqu'à nos jours. Et en effet, comme le dit cette citation que j'aime reprendre de Calcagno et Gibson, l'évolution humaine ne s'arrête pas avec l'arrivée de l'homme dit anatomiquement moderne en Europe il y a environ 40 000 ans. Et peut-être que l'illustration la plus évidente de ce fait est fournie par la dentition. Donc en suivant, on va se focaliser sur cette période récente, mais je vais d'abord faire un petit tour sur l'évolution humaine au sens large, même si moi je travaille essentiellement sur Homo sapiens, juste pour vous présenter les différentes espèces qui composent à ce jour la lignée humaine, donc le tableau de notre famille, on va dire, depuis Homo sapiens, ici en haut à gauche, jusqu'à notre plus ancien ancêtre, Sahelanthropus, il y a 7 millions d'années. Alors, ce qui est intéressant à noter, même si il y a différentes espèces, il y avait quand même beaucoup de mondes qui cohabitaient sur Terre il y a à peu près 2 ou 3 millions d'années. Vous pouvez voir que différentes espèces d'Homo, d'hominines, il y a 2 ou 3 millions d'années, étaient présents sur Terre. Et en fait, le cas actuel, avec seulement Homo sapiens ici, est un peu un cas rare dans l'histoire de notre évolution. En regardant le nombre d'espèces d'Homo ici en rouge, donc il y en a 12, le nombre d'espèces d'hominines archaïques, 11, le nombre de premiers hominines en vert, on en a 4, on voit qu'on a une famille qui est très variée, complexe, grande, avec 26 espèces à étudier pour comprendre cette évolution humaine sur les 7 derniers millions d'années. Et ce qui est bien pour les gens qui, comme moi, travaillent sur les dents, c'est qu'on en a retrouvé pour à peu près toutes les espèces. Donc ça nous a permis de faire des grandes tendances, des grandes caractérisations évolutives au niveau des dents chez ces espèces par rapport à nos plus proches cousins, les chimpanzés. Les hominines archaïques montrent des mâchoires plus robustes, des arcades en U, avec des dents plus larges que les chimpanzés, mais des dents antérieures quand même assez réduites et des dents postérieures assez agrandies. Alors que les espèces du genre Homo vont avoir une face plus courte, des mâchoires moins robustes, des arcades en V et des dents réduites, notamment au niveau des canines et entre la proportion dents postérieures, dents antérieures. Donc, ce sont des grandes tendances qu'on observe au niveau de l'évolution dentaire dans la lignée humaine, et ces changements relèvent de ce qu'on appelle la macroévolution. Alors, la macroévolution, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des changements à grande échelle, des changements biologiques, morphologiques, génétiques, qui ont conduit à une nouvelle espèce, à une spéciation, qu'elle soit arrivée selon 2 critères, 2 phénomènes, peu importe leur nom,
une séparation d'une espèce en deux ici, ou alors un changement d'une même espèce au cours du temps qui en a donné une deuxième. Ça, ce sont des changements qui se produisent au-delà du niveau de l'espèce. On obtient différentes espèces en macro, on regarde différentes espèces. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est de la microévolution, c'est-à-dire des changements évolutifs à petite échelle sur une durée de temps inférieure, une durée inférieure au temps requis pour une spéciation. Donc je regarde, dans mon cas, les variations chez des individus d'une même espèce, chez des individus d'Homo sapiens. Si on reprend sur le graphique de la lignée humaine, sur l'arbre de la lignée humaine, la macroévolution, ce sont donc les changements qui se sont produits entre toutes ces espèces ou certaines d'entre elles, mais en tout cas entre différentes espèces, alors que la microévolution, ce dont on va parler ensuite uniquement, ce sont les changements qui sont arrivés chez Homo sapiens. Et donc quand on parle de microévolution d'Homo sapiens, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on n'a pas forcément beaucoup de vestiges pour toutes les époques du Paléolithique supérieur. On a une représentation peut-être un petit peu différente selon les époques, et donc je voulais vous montrer, faire un petit tour de certains des vestiges que j'étudie pour essayer de voir de quoi on parle, et aussi notamment regarder les vestiges qui sont disponibles dans le sud-ouest de la France, qui est très riche. Donc, vous le savez certainement, avant l'homme moderne, en Europe, l'Europe est peuplée par les Néandertaliens. On a retrouvé plus de 400 individus, il me semble. Et à la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur, on observe un remplacement donc, de ces Néandertaliens par les hommes anatomiquement modernes, venant d'où du Proche-Orient, de la péninsule arabique, de Gibraltar. Il y a des débats qui sont en cours et je ne suis pas spécialiste de la question. Mais en tout cas, à partir de ces périodes, en suivant, on a de l'homme moderne, dit anatomiquement moderne. Et on a, pour le Paléolithique supérieur, une richesse de sites assez exceptionnelle. Vous le savez bien ici dans la région. Dans le sud-ouest de la France, on a beaucoup de vestiges du Paléolithique supérieur, et en particulier tout autour des Hésies. On est très riche en sites paléolithiques supérieurs, mais tous ces sites n'ont pas forcément livré des vestiges humains ou des dents humaines. On peut trouver une représentation différentielle allant de la dent isolée, vraiment juste une dent sur un site, à un individu complet ou à plusieurs individus sur un même site. Et en particulier, pour les cultures, les différentes cultures du Paléolithique supérieur, on a des changements environnementaux et culturels bien marqués et bien connus dans le sud, dans l'Europe de l'Ouest, on va dire, au sens large, avec une succession de cultures dont vous avez très certainement entendu parler. Et ce que je voudrais juste préciser ici, c'est que classiquement, on fait une dichotomie, une différence entre les vestiges qui sont trouvés avant le dernier maximum glaciaire, dont on va parler de Paléolithique supérieur ancien, Early Upper Paléolithique, et ceux qui sont trouvés en suivant, après ce dernier maximum glaciaire, attribués plutôt à ce qu'on appellerait un Paléolithique supérieur récent. Et là, ce que je voudrais juste vous montrer dans les dias suivantes, c'est quelques exemples de vestiges qui sont notables, qui sont trouvés ici. Certains sont encore inédits ou en cours d'étude, et focalisés sur les dents qui sont disponibles pour ces périodes, pour voir de quoi, quand on travaille en micro sur des vestiges humains de ces périodes, avec quoi on travaille concrètement, avec quel type de reste. Donc pour le début du Paléolithique supérieur, on a quelques sites dans le sud-ouest qui sont notables et qui ont livré quand même des restes humains. Le plus ancien d'entre elles serait Isturitz, où il y a une seule dent, seulement une seule dent déciduale, qui est en cours d'étude. À Brassampouille, on a presque une vingtaine de dents qui ont été découvertes et publiées par Dominique-Henri Gambier et collègues. On a
au Piage dans le Lot, quelques vestiges datés de l'Aurignacien aussi qui sont en cours d'étude et qui sont essentiellement représentés par des dents. Au Gravettien, dans la région, vous connaissez très certainement les sites de Pathos qui sont à portée à quelques mètres d'ici, évidemment, avec plusieurs individus qui ont été trouvés, un nombre minimum d'individus de 6. À Cussac, en Dordogne, la fameuse grotte a aussi livré des vestiges humains. Et au niveau des dents que j'étudie pour la structure interne, on a des dents déciduales et des germes de dents permanentes pour une mandibule d'enfant à Gargas et un certain nombre de dents, un lot de dents important à Fournol dans le Lot. Pour la période suivante, le solutréen ou solutréo bas de Goulien, même pour cet individu, pardon, on a une quinzaine de dents au Piage, qui n'est pas très loin d'ici non plus, qui ont été retrouvées avec des états de conservation un peu différentiels. Et on a ce fragment de mandibule à Ambouillat, dont l'attribution est peut-être à discuter. Pour le bas de Goulien, il y a également des vestiges dentaires au Cuzoul de Verre, avec notamment des traces anthropiques sur certains des vestiges. Je ne pense pas qu'on peut les voir sur cette photo. Et au placard, on a un certain nombre de restes qui ont été trouvés, qui viennent d'être récemment publiés également. Alors, au début du Magdalénien, on a un trou, on n'a rien de daté pour ce début de période. Et à cette époque, on se trouve donc au dernier maximum glaciaire, au summum de la glaciation, de la dernière glaciation, donc avec une calotte glaciaire qui descend très très au sud et un climat, les terres émergées sont plus nombreuses avec un recul du niveau des mers. Donc voilà un peu le paysage de cette période au dernier maximum glaciaire composé de toundra et de steppe. Au Magdalénien moyen, et vous le savez sûrement ici puisque certains sont exposés au musée, on a au minimum 5 sépultures de Saint-Germain-la-Rivière, de Laugerie-Basse, Cap-Blanche, Ancelade et à l'Abri-la-Faille où il y a une sépulture double avec des individus donc, qui ont tous des restes dentaires et dont certains, l'étude de la structure interne sera financée par le prix de la SAMRA, notamment Saint-Germain-la-Rivière qui est ici au musée. Il y a aussi des restes isolés à la Marche, Houlot, Moulin-Neuf, avec des dents qui sont bien conservées. Pour le paléolithique supérieur, là on a plutôt un tableau de quelques vestiges humains isolés et essentiellement représentés par des dents, au Pérazais ou au Morin. Et au paléolithique final, également des vestiges isolés à part sur le site de la Madeleine et de Rochereil, où on a plus d'individus et dont l'étude est également aussi en cours pour Rochereil, et notamment ce maxillaire d'enfant, où on peut voir donc juste des dents déciduales émergentes, mais à l'intérieur du maxillaire, des germes de dents permanentes. Donc voilà pour ce tableau rapide de vestiges du paléolithique où, quand on regarde les dents, on n'a pas forcément le même effectif en fait, d'un site, d'une période à l'autre, d'une chronologie à l'autre, alors qu'au mésolithique, là on est plus riche en vestiges. En France par exemple, il y a une cinquantaine de sites qui ont livré des vestiges humains entre le mésolithique ancien ou le mésolithique récent. Et donc on peut discuter sur un plus grand nombre de vestiges. Et c'est le cas en fait sur toute l'Europe. Si on regarde pour le mésolithique, on a un nombre de sites et une préservation assez exceptionnelle, avec des sites pour lesquels on a juste une sépulture, mais aussi des sites pour lesquels on va dépasser le nombre d'une dizaine de sépultures, on va dire. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'en fait au mésolithique, on va retrouver 70% des vestiges humains en contexte sépulcral et une trentaine de % de vestiges isolés, alors qu'au paléolithique supérieur, on est plutôt sur la tendance inverse, avec une proportion de sépultures qui est plus rare.
Donc juste trois exemples de sépultures mésolithiques bien connues dont vous avez sûrement entendu parler. La Vergne en Charente-Maritime, qui est donc du mésolithique ancien, où on a 4 sépultures et 13 individus. Et pour le mésolithique récent, 2 nécropoles fameuses en Bretagne, Ouédic et Téviec, où on a dans les 2 cas plus de 10 sépultures sur ces 2 sites, et donc un certain nombre d'individus intéressants à analyser en termes d'effectifs sur un même site. Alors, ensuite, après cette période du mésolithique, on est sur la néolithisation, où on voit disparaître progressivement les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont remplacées par les premiers agriculteurs et éleveurs. Et là, je ne vais pas faire un tour du nombre de vestiges humains disponibles pour étudier, parce que là, on y passerait un sacré moment, puisqu'on a beaucoup plus de vestiges conservés, que ce soit dans des restes isolés ou des nécropoles, voire même des nécropoles monumentales. Donc je vais juste faire un petit tableau schématique pour dire qu'en fait, jusqu'au Mésolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs qui sont plutôt organisés en petits groupes, qui exploitent et tirent profit des ressources disponibles sur le territoire sans les maîtriser directement, alors qu'à partir du Néolithique, les hommes sont devenus des agriculteurs et des éleveurs qui sont sédentaires, qui vivent dans des villages et qui gèrent et contrôlent les ressources de leur territoire. Donc, ils sont passés d'une économie de prédation à une économie de production, qui a amené tout un bouleversement de mode de vie et de mode de vie et de façon de vivre, et qui peut-être est lié aussi au nombre de vestiges qu'on peut retrouver pour ces périodes. Alors, comment les hommes du Néolithique sont arrivés jusqu'ici? On a 2 courants de diffusion du Néolithique. Depuis le Proche-Orient vers l'ouest de l'Europe, on a un courant suivant le Danube, ici en vert, le courant danubien, et un courant le long des côtes méditerranéennes, ici en violet. Et ces 2 courants donc, d'Europe seraient soit dus à des migrations de populations d'agriculteurs-éleveurs ou à l'acculturation sur place des populations de chasseurs-cueilleurs. C'est un débat aussi en cours, mais ces changements, en tout cas pour ces périodes que je vous ai dépeintes, montrent quand même tout un bouleversement des populations sur place en Europe, et donc probablement des changements biologiques qui sont conséquents et liés à ces modifications de mode de vie, de culture et d'environnement. Et il y a également des phénomènes locaux ou régionaux à prendre en compte, donc, avec cette évolution sur place ou ces remplacements de population dans toute l'Europe. Alors, après donc, ce tableau rapide des vestiges et de la chronologie principale que j'étudie, je vais grâce à ces vestiges en fait, et à l'étude de ces dents, les paléanthropologues ont pu identifier un phénomène majeur qu'on appelle la réduction dentaire, donc pour ces périodes. Ce qui a été fait en fait pour la réduction dentaire, qui a été mise en évidence par de nombreux auteurs, et surtout entre les années 60 et les années 90, comme vous pouvez voir ici, avec un total de plus de 70 études publiées, en tout cas pour ce phénomène, qui est largement documenté de par le monde, essentiellement en Europe, mais bon, dans toutes les régions du monde. Les auteurs de ces études ont essentiellement fait des observations macroscopiques et des mesures des dimensions externes, donc classiquement des mesures des diamètres mésodistaux et bucco-linguaux. Et qu'est-ce qui a été observé à partir de ces analyses externes? C'est une réduction des dents et des simplifications de la morphologie, donc des changements qui sont aussi bien métriques que morphologiques. Donc il y a une diminution des dents qui est documentée, comme je vous l'ai dit dans une diapo précédente, depuis l'apparition du genre Homo,
Mais ici, pour ces périodes de la fin du Pléistocène et du début de l'Holocène, il semble y avoir une accélération ou une accentuation de cette réduction dentaire, et en particulier au cours du Paléolithique supérieur, donc entre le Paléolithique supérieur ancien, Early Upper Paléolithique, et le Paléolithique supérieur récent, le Late Upper Paléolithique. Tous ces changements morphologiques et métriques ont été mis en lien par les auteurs avec les changements culturels de la période et les changements environnementaux dont je vous ai parlé. Et des modèles ont été proposés aussi, et j'y reviendrai un peu plus tard. Juste pour faire un focus sur les spécimens qui ont pu être utilisés dans ce genre d'études, sur la réduction dentaire, les plus anciennes comme les plus récentes d'ailleurs. Ici, c'est un exemple de 2011. En général, les échantillons se basent sur une large échelle chronologique. Ici, vous voyez, vraiment du début du Paléolithique supérieur au Néolithique. Et les échantillons proviennent d'une large région géographique, d'un large échantillon géographique. Donc, se pose la question, par rapport à ce genre d'études, de variation locale, de variation régionale, parce que, par exemple, ici, pour résumer les résultats, les auteurs ont pu combiner des néolithiques du Proche-Orient et des néolithiques d'Europe de l'Ouest qui sont à des chronologies complètement différentes. Et se pose aussi, du coup, la fiabilité d'associer ces contextes culturels dans un même groupe. Alors, en matière d'échantillons en Europe, le livre qui fait référence, la publication qui fait référence dans le domaine, c'est celle de David Freyer, en 1978, qui a regardé des échantillons dentaires de contextes chronologiques, culturels et géographiques différents, du Paléolithique moyen au Mésolithique, et dans une Europe de l'Ouest, du centre et de l'Est, vraiment un échantillon large au niveau géographique. Il a observé une diminution des dimensions dentaires au cours du temps, avec une diminution la plus marquée entre le début du Paléolithique supérieur, ici, EUP, et les périodes suivantes, avec des tendances différentes entre les dents du maxillaire ou de la mandibule, les dents antérieures ou postérieures, et aussi les deux diamètres mesurés, mésodistal et buccolingual. Alors depuis 1978, des nouvelles données sur les sites étudiés ont permis de réviser les attributions chronoculturelles qu'il avait fait à l'époque sur de nombreux vestiges qui ont été refouillés ou dont les données ont été réévaluées, ou des vestiges qui ont été datés. Et quand on réattribue chronoculturellement les vestiges, alors ici pour l'exemple de la France uniquement, on voit que ces tendances sont un petit peu plus nuancées. Ces conclusions restent valables. En général, c'est la différence la plus importante se produit entre les populations du Paléolithique supérieur ancien et les suivantes. Mais pour certaines dents, la tendance est moins marquée que ce que lui avait pu observer avec ses attributions. Donc, pour expliquer cette réduction dentaire, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés, modèles théoriques depuis les années 60, et ils ont été élaborés tous sur ces données de mesure externe des dents. Dans tous, il y a des liens avec les changements culturels et environnementaux, et les mécanismes, cependant, ne sont pas tout à fait compris, ou en tout cas ne font pas consensus. Le premier modèle, il se base essentiellement sur les modifications culturelles et alimentaires, et il explique la réduction dentaire comme un résultat des changements des techniques de préparation des aliments au néolithique. En fait, l'utilisation de la poterie et la cuisson des aliments aurait réduit l'importance en fait, d'avoir des dents larges, des dents robustes pour mastiquer, puisque les aliments seraient cuits et donc plus mous, plus souples, et des dents larges seraient donc moins nécessaires. Donc c'est un modèle qui met l'accent sur la culture. Ce second modèle, lui, il se focalise sur un point de vue énergétique. En fait, pour ce second modèle, il y aurait
une explication développementale et énergétique des structures en fait, qui ne seraient pas nécessaires, plus nécessaires, demandant encore de l'énergie à produire, seraient trop coûteuses, et donc des dents larges qui ne seraient plus nécessaires seraient trop coûteuses à produire, donc les dents seraient plus petites. Ce troisième modèle considère la réduction dentaire comme un processus secondaire à une réduction des tailles des arcades. Il y aurait en fait une compétition entre certains germes, et c'est cette compétition qui ferait que certaines dents sont réduites et pas d'autres. Vous avez tous sûrement entendu parler des dents de sagesse qui sont réduites, qui sont voire même absentes chez certains individus, ou en tout cas, surtout des dents de sagesse qui n'ont plus de place pour pousser sur nos arcades et qui donc nécessitent leur extraction. C'est exactement ce qui explique ce modèle ici. La dent qui arrive en dernière, c'est la dent qui n'a plus de place et donc qui est la plus réduite. Un autre modèle, lui, se base sur la susceptibilité aux maladies et dit qu'en fait, les dents doivent être résistantes à l'usure, mais aussi aux maladies. Et donc, des dents larges sont résistantes à l'usure, mais plus susceptibles aux maladies, alors que les dents petites sont moins résistantes à l'usure. Donc, en fait, le résultat d'une dent réduite sera un compromis évolutif entre ces deux aspects. Et un dernier modèle, lui, suggère que la réduction dentaire est un effet secondaire à une réduction générale de la taille du corps, qui serait secondaire et liée à l'augmentation de densité de population au néolithique. Comme je vous l'ai dit, au néolithique, les populations se sédentarisent, vivent dans des villages, et donc avec des groupes plus importants. Et le fait d'avoir des groupes importants aurait entraîné une sélection chez les individus. Ceux qui auraient des besoins nutritionnels réduits, donc des individus plus petits, auraient plus de susceptibilité de survivre, et donc secondairement les dents seraient aussi réduites parce que les dents ne seraient pas aussi nécessaires, et donc serait un effet secondaire à une réduction générale du corps. Donc tous ces modèles en fait qui ont été développés au cours des dernières 50 années sont créés sur des approches externes, sur des dimensions externes des dents, et sont encore débattus, mais ils font tous état de changements liés aux modifications culturelles et environnementales sur ces périodes. Ils sont basés sur des relations de cause à effet, et voit le phénomène de la réduction dentaire comme un phénomène universel, c'est-à-dire que tous les échantillons qu'ils prennent en compte peuvent venir d'origines géographiques différentes, mais ils considèrent ce phénomène comme applicable à toute la population humaine, alors qu'il y a probablement des variations régionales et locales, et que chacun de ces facteurs a peut-être eu une influence au cours de l'évolution humaine, mais peut-être pas tout le temps ou pas dans toutes les populations. En tout cas, le phénomène est les causes sont peut-être beaucoup plus complexes que cela. Et donc, c'est directement sur ce problème-là que mon projet, mes recherches en tout cas, se focalisent. Ce problème non résolu, encore, ou en tout cas largement discuté à ce jour. Et pour cela, j'utilise ce que j'appelle une approche intégrée, c'est-à-dire une approche qui combine non seulement la structure externe, comme l'ont fait les auteurs précédents, mais aussi la structure interne des dents. Donc pour juste replacer mon échantillon, donc deux thèses. Lors de ma thèse, je me suis focalisée sur cette période ici, en jaune, donc d'il y a à peu près 19 000 à 5 500 ans en calibré BP. Et pour schématiser, donc, je vous l'ai dit dans les changements qu'il y avait eu à ces époques, on a deux bouleversements. Un remplacement en fait, de l'environnement de steppe vers le développement de forêts lors de l'époque plus tempérée de l'Holocène, et le remplacement des chasseurs-cueilleurs par les agriculteurs. Et ces deux bouleversements environnementaux et culturels ont certainement eu une influence sur la biologie des dents et au niveau de la structure interne également. Les questions que je me suis posées, c'est essentiellement comment en fait, les couronnes dentaires varient-elles à une échelle régionale durant la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène,
quels changements dans la structure interne sous-tendent les modifications externes et dans quelle mesure ces tendances évolutives peuvent être liées aux changements environnementaux et culturels dont je vous ai parlé. Pour cela, j'ai étudié donc la structure externe des dents, avec des analyses de l'usure occlusale, des dimensions externes et des variations anatomiques, mais également la structure interne des dents, donc avec les épaisseurs de l'émail, les proportions des tissus ou la jonction émail-dentine. Et en combinant ces deux approches, j'ai pu explorer les variations morphométriques de l'architecture des dents humaines sur cette période de la fin de la préhistoire, en me concentrant sur une échelle régionale, on va dire, qui intègre un grand sud-ouest de la France. Je me suis posé la question de comment sélectionner mes restes humains. On a vu que pour certaines époques, on n'a pas exactement la même représentation des vestiges, et aussi, on n'a pas des dents qui sont forcément conservées systématiquement, ou du moins des dents qui sont en suffisamment bon état pour être étudiées. Donc j'ai regardé généralement quels sont les sites en France qui avaient livré des restes humains, premièrement, et des restes humains avec des dents. J'ai inventorié à peu près 140 sites et j'ai regardé la fiabilité de l'attribution chronologique de ces restes en définissant une échelle qui va de la datation directe du reste à l'attribution incertaine. Et j'ai décidé d'exclure tous les sites pour lesquels je n'avais une attribution qui n'était que possible ou incertaine, de façon à sécuriser l'attribution chronologique. Et donc j'ai retenu 95 sites. Et au fil donc, des demandes d'accès et des sélections de vestiges et du temps imparti pour les étudier, j'ai au final étudié 176 individus qui provenaient de 41 sites, avec un échantillon total composé de 1914 dents. Donc pour cela au niveau externe. Et parmi ces 41 sites, j'ai sélectionné 26 sites avec 84 individus pour lesquels j'ai micro-scanné les dents, donc pour lesquels j'ai étudié la structure interne. Ça totalise 392 dents. Et alors ici, ouais, je ne l'ai pas dit pour la diapo d'avant, mais ce graphique ici en nuage représente en fait plus le nom du site est grand et plus j'ai un nombre de dents important pour ce site. J'ai pris toutes les dents qui étaient disponibles pour étude. Je n'ai pas fait de sélection sur le type de dents. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à ma disposition. Et vous voyez qu'on a une représentation très différente selon les périodes. Donc vous avez vu dans les diapos précédentes qu'on n'a parfois pas beaucoup de restes disponibles pour les périodes du Paléolithique supérieur, alors qu'au Mésolithique, là, on a une abondance de restes, et c'est le cas aussi au Néolithique. Ce que j'ai regardé, donc je vous disais, au niveau externe, c'est l'usure des dents, qui donne des informations sur l'alimentation. L'usure au niveau des degrés d'usure, donc peu usé ici à très usé ici. J'ai regardé la forme de l'usure et sa direction. J'ai regardé au niveau externe métrique cette fois-ci. J'ai mesuré 5 variables, les diamètres mésodistaux et bucco-linguaux classiques qui sont publiés, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi ces mêmes diamètres au niveau du collet, c'est-à-dire vraiment à la jonction entre la couronne et la racine, et également la hauteur de ces couronnes. J'ai codé des variations anatomiques pour regarder les variations morphologiques en sélectionnant 32 traits. Donc ici vous avez quelques exemples comme un tubercule lingual qui peut être plus ou moins développé, simple ou double, un tubercule de Carabelli qui est une variation anatomique très souvent étudiée, ou un dédoublement de la racine. Et pour cela, j'ai utilisé majoritairement le système ASUDAS, qui sont des plaques de référence de la variation morphologique dentaire dans le monde entier, qui recensent tout cela. Au niveau interne, j'ai donc scanné les dents à l'université de Montpellier 2, avec différentes étapes qui sont nécessaires entre le scan et la reconstruction surfacique des vestiges. Et le traitement ensuite, après le scan, nous permet donc de séparer virtuellement les différents tissus qui composent une dent.
et plutôt d'expliquer comment on fait la segmentation, je vais vous montrer une vidéo d'un scan d'une dent de l'enfant de Lagarvelo au Portugal, où vous voyez ici donc, le scan d'une de ses dents qui, après segmentation, a permis de reconstruire virtuellement les différents tissus, la dentine et l'émail de cet enfant. Et après, en utilisant les logiciels d'imagerie virtuelle, donc on peut voir la dentine en gris, l'émail en blanc, la pulpe, le vide laissé par la pulpe en noir, et on peut reconstruire virtuellement ce à quoi ressemblait cette pulpe qui ne s'est pas conservée. Grâce aux méthodes d'imagerie virtuelle, on peut aussi virtuellement enlever l'émail et donc regarder uniquement la jonction de l'émail dentine, ou alors même mettre cet émail en transparence par-dessus pour essayer de comprendre à toutes les échelles cette structure interne de la dent, tout ça sans avoir à la détruire puisque le scan ne nécessite pas de destruction du vestige. Donc, certes, voilà un exemple de certains des paramètres que j'ai pu calculer au niveau donc, des volumes d'émail, de dentine, de pulpe, de volume total de couronne et qui me permettent de calculer ensuite des indices dont je vous parlerai tout à l'heure, n'ayez pas peur avec ces formules. On peut aussi représenter avec une échelle virtuelle les différences, les variations d'épaisseur de l'émail tout au long de la couronne, avec des émails qui vont être plus épais quand ils sont en rouge et un émail plus fin quand il est en bleu. Et on peut créer une section virtuelle de la dent à un endroit donné. On peut mesurer sur une section virtuelle la variation de cette épaisseur de l'émail sur un des côtés. C'est quelque chose qui est classiquement fait en histologie où on coupe réellement la dent. Ici, avec les méthodes d'imagerie virtuelle, on peut le faire virtuellement sans détruire la dent. Alors, ce que j'ai observé principalement, je vais sélectionner quelques résultats majeurs sur chacun des aspects que j'ai regardés. Au niveau donc, de l'usure occlusale, dans l'ensemble de l'échantillon, ce qu'on observe, c'est que l'usure est plus importante pour les populations du néolithique que pour les populations de chasseurs-cueilleurs du paléolithique et du mésolithique. On a une proportion de dents antérieures qui est plus usée que les dents postérieures. Et au sein de chacune des différentes périodes, toutes périodes confondues, on va observer une direction de l'usure qui est oblique. C'est cette direction que vous voyez ici, vraiment oblique, plus usée d'un côté que de l'autre. Et cette direction oblique est largement majoritaire, voire quasi la seule existante dans les populations du néolithique. C'est ce qui avait déjà été montré et publié, que cette usure oblique était caractéristique d'un régime alimentaire agriculteur. Mais ce qui est un peu plus étonnant dans mon échantillon, c'est que je le retrouve en proportion quand même assez importante dans les populations de chasseurs-cueilleurs. Bon, c'est moins important qu'au néolithique où c'est quasi systématique, mais malgré tout, on a une direction d'usure oblique aussi chez les chasseurs-cueilleurs. Au niveau des dimensions dentaires, on observe une réduction des dimensions dentaires, comme ce qui a été publié dans les autres études. Dans mon échantillon, on voit que cette réduction est plus marquée entre le paléolithique et le mésolithique et le néolithique. Donc c'est vraiment au néolithique que j'observe, avec le néolithique, que j'observe une réduction des dimensions la plus marquée. Il y a des variations entre les types de dents, mais globalement, c'est le néolithique qui se différencie des autres périodes. Au niveau de la morphologie, cette fois-ci, donc des variations anatomiques qui sont codées, j'observe une simplification également de cette morphologie et une diminution du nombre de cuspides supplémentaires et une proximité plus importante entre le mésolithique et le néolithique, avec les dents du paléolithique qui se différencient un peu plus des autres. Quand on regarde au niveau des chronocultures, vraiment plus finement, on a un signal un peu moins clair, même si on a quand même un regroupement chronoculturel des chronocultures du paléolithique entre elles. On voit qu'on a des individus du mésolithique ancien et du néolithique ancien qui sont regroupés, alors que le mésolithique final et le néolithique moyen
montrent des morphologies qui sont un peu extérieures au reste de l'échantillon. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Au niveau de la structure interne, cette fois, le registre virtuel a permis de regarder ici, ce que je vous présente, le volume de l'émail et le volume de dentine et de pulpe. Et ce qu'on observe, c'est pour les dents déciduales une diminution des volumes de ces tissus au cours du temps, entre le paléolithique, le mésolithique et le néolithique, avec une diminution un peu plus marquée pour les molaires par rapport aux dents antérieures, et une diminution qui est légèrement plus marquée pour l'émail que pour la dentine. C'est également le cas pour les dents permanentes. Ici, vous voyez les dents, les molaires inférieures, avec une réduction des volumes d'émail et de dentine au cours du temps. Et cette réduction est plus marquée entre le paléolithique d'une part et les mésolithiques et les néolithiques d'autre part. C'est particulièrement marqué ici, par exemple, pour cette deuxième molaire, où on voit des volumes plus importants, également pour la première molaire, au paléolithique. Au niveau des épaisseurs de l'émail, donc ici c'est un indice qui s'appelle l'épaisseur moyenne de l'émail, c'est également ce qu'on observe, une différence plus marquée entre le paléolithique d'une part et le mésolithique et le néolithique d'autre part, avec des épaisseurs d'émail plus importantes au paléolithique qu'au mésolithique et au néolithique. Le signal est particulièrement marqué pour ces dents déciduales, les molaires et les incisives. Alors là, les couleurs passent pas très bien, désolé. On voit aussi une répartition différente de ces épaisseurs de l'émail, avec une hétérogénéité qui est plus importante et plus marquée. Donc, comme je vous disais, les épaisseurs de l'émail en rouge sont importantes, et quand elles sont vers le bleu et le vert, elles sont faibles. On voit cette hétérogénéité qui est marquée au néolithique, alors qu'on a quelque chose d'un peu plus homogène, globalement plus homogène, pour les dents du paléolithique et du mésolithique. Et quand on regarde sur les sections virtuelles, ce qu'on voit, c'est que pour toutes les périodes, on a une épaisseur maximale de l'émail toujours au même endroit. C'est donc ces deux endroits qui sont latéraux en bleu. Et ça, c'est le cas pour le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Et quand on regarde plus finement les variations selon la localisation dans la dent, on voit qu'on a une relation, une polarité qui est systématique, mais que pour les dents des individus néolithiques. Donc cette hétérogénéité ici qu'on retrouve globalement au néolithique, on la retrouve aussi plus finement sur des sections virtuelles des dents, donc à des échelles vraiment encore plus locales au sein de la dent. Et quand on regarde cette variation, c'est également le même cas ici. On a quelque chose encore plus épais au néolithique le long de cette dent qu'au mésolithique pour ce côté lingual qui est le côté qu'on voit ici, alors que le côté qui est plus homogène, on ne montre pas de différence. Donc en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que le néolithique montre cette hétérogénéité de distribution de l'émail à tous les niveaux de l'épaisseur quand on le regarde. On a vraiment quelque chose qui se différencie au niveau de l'émail uniquement au néolithique pour ce paramètre d'épaisseur de l'émail. Donc si on résume les tendances que j'ai pu observer, c'est que les dimensions des dents à la fois déciduales et permanentes de mon échantillon réduisent au cours du temps. On a différentes tendances selon les indices que j'ai regardés. On observe une réduction de ces volumes d'émail et de dentine aussi au cours du temps, avec quelques différentes tendances, et une augmentation de l'hétérogénéité au néolithique. Donc, en fait, la différence majeure au niveau de la quantité des tissus, on la retrouve entre le paléolithique et les périodes suivantes, le mésolithique et le néolithique, alors que la différence dans la distribution des tissus, on la retrouve entre le néolithique et les périodes précédentes. Donc, ce que ça veut... je pensais que c'était une autre diapo. Ce que ça veut dire, c'est que les modèles dont je vous ai parlé, les modèles de la réduction dentaire, ils ne sont pas assez précis, en tout cas ils ne fournissent pas assez d'éléments
pour expliquer les changements que j'ai pu observer au niveau de la structure interne. Et donc, il mérite d'être rediscuté ou réaffiné pour expliquer l'ensemble des résultats et les changements qu'on peut observer à une échelle intégrée, combinant la structure externe et la structure interne. Mais surtout, quand on regarde le phénomène, on s'aperçoit qu'il est complexe, qu'il montre des différences à différents niveaux et des différences qui n'étaient pas révélées par l'étude de la structure externe seule. Donc ici, dans mon échantillon, les résultats suggèrent que les modifications induites par les changements environnementaux de l'Holocène ont eu un impact plus important sur la réduction des dimensions, donc avec le Mésolithique, alors que les changements culturels du Néolithique auraient eu un impact plus important sur la distribution de l'émail. Donc ici, ces différences observées au niveau dans la structure des dents peuvent être reliées à des changements environnementaux et culturels, mais il faut que j'aille plus loin pour pouvoir déterminer précisément des liens précis ou un modèle et rediscuter en tout cas le phénomène au niveau de ce phénomène de réduction dentaire. De plus, quand on regarde les différences au niveau externe, au niveau de la morphologie externe, on peut voir des liens avec les changements techniques sur le territoire, les changements techniques et culturels qui sont produits ici entre le premier mésolithique et le second mésolithique, ou encore le morcellement biologique et culturel de ce territoire au néolithique moyen. Et ça c'est à mettre en parallèle avec les phénomènes de migration, les déplacements de population dont je vous ai parlé plus tôt. Ces changements morphologiques sont peut-être tout simplement liés au fait que ce sont des populations différentes qui sont sur le territoire à ce moment-là. Et au niveau interne, il y a quelque chose qui est aussi frappant, c'est qu'en regardant uniquement la structure interne, par exemple pour ces deux individus qui ont un éloignement géographique et temporel important, donc la Garvelo au Portugal il y a à peu près 25 000 ans et la Madeleine ici à Tursac il y a 10 000 ans, les images ne sont pas mises à l'échelle. Elles sont métriquement, quand on regarde les dimensions des dents, la Garvelo a des dents bien plus grandes que l'enfant de la Madeleine. Mais quand on regarde la structure interne des dents, uniquement leur morphologie, c'est assez frappant de voir que c'est tout à fait la même morphologie pour ces deux enfants, ça se suit exactement. Il y a des petites variations évidemment, mais globalement, on pourrait presque en faire deux dents d'un même individu, si on veut aller par là. Donc il y a des questions de variabilité, de compréhension de la variabilité passée ou présente qui s'ajoutent à ça, et surtout les causes de cette variabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver des dents très différentes sur un même territoire au même moment, ou des dents très similaires avec des chronologies et des géographies si éloignées. Et c'est tout l'enjeu de mes post-docs en Angleterre, c'est de d'essayer de mieux comprendre les changements dentaires en comprenant la variabilité actuelle, notamment pour utiliser cette compréhension de la variabilité actuelle dans l'étude des phénomènes passés. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des variabilités actuelles et passées qui ne sont pas exactement les mêmes. La plupart des études montrent que la variabilité passée est plus grande que celle qu'on observe actuellement. Alors, il y a encore des études à faire sur la variabilité actuelle parce qu'on la connaît finalement assez mal. Et pour essayer de la comprendre, on se focalise sur ce qu'on appelle des collections de références, qui sont des collections pour lesquelles on a un certain nombre d'informations sur les individus. On connaît par exemple à minima leur sexe, parce que ça c'est une info qu'on estime pour le passé, on n'est pas sûr non plus dans 100% des cas qu'on a un individu de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc ces collections de références sont précieuses pour essayer de comprendre l'origine de cette variabilité. Et en plus des collections de références avec en collaboration avec des collègues, on est en train d'échantillonner des dents d'individus actuels un peu partout dans le monde pour essayer de comprendre la variabilité de la structure interne des dents actuellement dans différentes populations.
Et un autre aspect important de mes recherches, c'est les études qui sont en cours dans le cadre du projet Petite Souris, qui est une collection que nous avons commencé à collecter avec Priscilla Bay, ma directrice de thèse, en 2014, quand j'étais encore en thèse à Bordeaux. On a face en fait au constat que les collections actuelles de référence n'avaient pas forcément toutes beaucoup d'informations sur les individus qui la composaient, et notamment il y en a très peu avec des liens de parenté. On s'est mis à collecter parmi nos familles, nos amis, les collègues, les étudiants, les dents déciduales, les dents de lait qui avaient été conservées par les parents ou par les individus eux-mêmes. Et on a fait une fiche de renseignement qui se complète d'année en année, grâce notamment aux données qui sont dans les carnets de santé des individus, où on essaye de renseigner un maximum d'informations sur l'âge, la date de naissance et le sexe de l'individu, déjà de façon certaine, mais aussi des données sur la grossesse, la durée de la grossesse, le type d'accouchement, l'évolution du poids de l'enfant pendant ses premières années de vie, et des infos sur l'alimentation de cet enfant, sur l'allaitement, etc. Donc toute une flopée d'informations qui nous permettent d'essayer de caractériser, ou en tout cas d'essayer de comprendre quels facteurs ont pu influencer la variabilité. Et donc à ce jour, actualisation de la semaine dernière, non, même de cette semaine, on est à 995 dents déciduales collectées qui appartiennent à 99 individus de 42 familles. Alors la plupart sont nés en France, puisque, comme j'ai dit, il s'agit de nos familles, amis, étudiants, collègues, et la collection est toujours en cours. Donc si vous aussi vous voulez collecter, contribuer, on peut collecter encore des dents pour alimenter cette collection. Et ce qu'on fait actuellement, donc c'est une caractérisation externe des dents au niveau morphologique, au niveau métrique, et également on les microscanne pour regarder la structure interne des dents. Donc ça c'est non destructif. Et on fait des empreintes de la surface occlusale pour regarder les micro-usures. C'est également non destructif. Et par contre, dans le cadre de mes postdoctorats, j'ai demandé l'autorisation de pouvoir en découper certaines. Donc ça, dans la collecte, c'est également précisé. Chaque individu est libre de dire oui ou non pour chacun des types d'analyses. S'il ne veut pas de destruction de ses dents, il n'y a aucun problème. On fait que les que des analyses non destructives. Et dans mon premier postdoctorat, j'ai regardé la croissance en fait chez certains de ces individus en me focalisant sur des molaires déciduelles supérieures que donc j'ai sectionné réellement cette fois-ci pour pouvoir regarder au microscope les structures internes, les structures de croissance. En fait, les dents, c'est comme les cernes d'un arbre. On a à l'intérieur des dents ces stries qui en fait sont les stries de croissance, et on peut calculer l'âge d'un individu comme on calcule l'âge d'un arbre avec ses cernes. Et ces stries, donc il y en a plusieurs, et celles qu'on voit ici, les stries de Retzius, ont une périodicité de 7 jours. Donc à partir de ça, on peut avoir des informations très précises sur la croissance d'un individu. Et moi, ce que j'ai regardé, c'est premièrement les différences entre les garçons et les filles, et essayer de corréler ça à la taille et le poids à la naissance de ces individus. Globalement, on sait que les filles ont tendance à être un peu plus petites et un peu plus minces à la naissance que les garçons, qui sont déjà un peu plus grands et plus costauds. Et est-ce que cette différence, en fait, on peut la relier à une différence de croissance déjà, qui se serait opérée in utero ou pas, ou si c'est un paramètre qui change avec la croissance après la naissance. Et ce que j'ai pu observer, moi déjà, c'est qu'on voit que les garçons, ici en bleu, ont des périodicités plus courtes, donc à une croissance plus rapide déjà en fait que les filles à la naissance, dès la naissance. Donc des différences au niveau de la morphologie et de la dimension des dents, peut-être qui sont déjà reliées à une vitesse de croissance liée à une différence sexuelle. Donc c'est des premières analyses, il y a d'autres choses en cours d'études, et je continue là-dessus, mais c'est une des premières pistes en fait que les garçons ont des grandes dents, peut-être que c'est lié à une vitesse de croissance plus
grande, plus rapide déjà. Et il y a 2 petits points aussi intéressants. Je pensais que j'avais fait des erreurs de mesure ici ou que ça sortait de mon échantillon ou quoi que ce soit. En fait, je me suis rendu compte que ces 2 individus qui ont vraiment une valeur qui sort du lot, c'est des individus prématurés. Ils sont nés, je crois, à 7 et 8 mois de grossesse. Donc, est-ce qu'il y a un stress qui a été produit avec la naissance qui aurait causé cette accélération à voir, ou ce ralentissement à voir. Voilà. Et dans le cadre du post-doctorat actuel, je continue à creuser cette question à différentes échelles. Donc, je vous ai dit, pour ma thèse, j'ai regardé l'externe et l'interne, donc la macro et la mésostructure. Pour mon premier post-doctorat, je suis allée voir au niveau de la microstructure. Et là, actuellement, j'essaye de combiner tout ça dans une approche que j'ai appelée holistique. Prendre la dent vraiment dans son ensemble comme un tout, regarder l'externe, l'interne au niveau des proportions et l'interne au niveau de la croissance, mais aussi regarder l'émail, la dentine et l'os adjacent. Donc prendre en compte l'environnement adjacent de la dent pour voir s'il y a des paramètres, des facteurs de variation qui peuvent aussi se retrouver là-dedans. Et une partie de ces analyses, notamment sur les populations du paléolithique supérieur qui sont ici conservées au MNP, ont été financées, ou seront financées en tout cas grâce au prix de la SAMRA pour financer des acquisitions microtomographiques de certains vestiges qui sont conservés ici. Voilà pour un aperçu de mes recherches. Je vous remercie de votre attention et merci encore à Florence et la SAMRA pour cette invitation. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier. Votre présentation est remarquable, hein, vraiment du très haut niveau. Merci beaucoup. Dans l'approche que vous avez menée, vous avez terminé par une idée intéressante, l'approche holistique. Peut-être quelques pistes dans votre recherche, des questionnements. Est-ce que vous avez pris en compte le mode d'éruption? Vous avez parlé des dents lactéales et des dents définitives. Les moments d'éruption. Peut-être qu'en cherchant... Alors, je vais essayer de développer un petit peu, de poser quelques questions, parce qu'il y en a de nombreuses, je ne vais pas tout poser. Hein. Mais ce qui est intéressant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder entre donc, les 2 dentures, à quel moment rentre en éruption. Particulièrement, alors je vous donne une piste, la molaire, la première molaire définitive par rapport à l'incisive définitive. Parce qu'il semblerait, enfin, on a quelques pistes, peut-être que dans des périodes alors plus récentes, par rapport au mode alimentaire, les molaires arrivaient peut-être un petit peu plus tôt que maintenant. Et on constate maintenant en clinique hein, que les enfants ont leur dentition, enfin leurs incisives définitives qui arrivent pratiquement au même moment que la molaire définitive. Donc il y a des pistes peut-être à explorer, hein, vous qui êtes là-dedans. Donc ça c'est une première idée. La deuxième idée, elle est aussi qu'avec les aides optiques que l'on a maintenant dans les cabinets, on se rend compte qu'on a des canaux supplémentaires, particulièrement le canal mésio-vestibulaire au niveau de la... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de la molaire définitive. Alors, soit on ne le voyait pas avant, soit il y a maintenant des modifications, il y a eu des modifications au niveau de la structure interne de la dent. Bon, je m'arrête là, j'en ai bien d'autres. Hein, mais... Merci pour vos remarques et vos questions, en effet très intéressantes. Pour ce qui est donc des temps d'éruption, etc. Et donc votre première question au niveau de l'éruption, en effet, c'est quelque chose que je vais prendre en compte. Dans le cadre de ce deuxième postdoc, pour des questions de temps, je me suis focalisée que sur les molaires. Et je regarde à la fois molaires déciduales et molaires permanentes pour ça. Mais en collectant les données, comme j'ai eu accès aux spécimens, j'ai collecté les données pour toutes les dents. Donc ça viendra dans un second temps. Je regarderai s'il y a des différences
au niveau des dents antérieures et des dents postérieures, parce qu'on sait qu'il y a, comme vous dites, des modules qui fonctionnent différemment avec les dents antérieures d'une part et les dents postérieures d'un autre part. Et je n'avais pas cette information qu'en clinique, vous observez déjà une différence au niveau des temps d'éruption et des similitudes là, avec l'inférieur, la dent incisive inférieure. C'est très intéressant, je vais creuser cette question. Et ensuite, la deuxième question, en répondant, j'ai oublié qu'est-ce que c'était. Les canaux, ça c'est quelque chose que j'ai pas connaissance. J'observe donc avec mes reconstructions virtuelles, je reconstruis systématiquement la pulpe en effet, et j'ai jamais, on va dire systématiquement codé ces paramètres. J'observe une variabilité, ça c'est sûr, il y a des formes, des canaux doubles, simples, supplémentaires, des choses vraiment assez marrantes, assez jolies à observer, mais je ne l'ai jamais étudié en détail. Donc je ne pourrais pas vous répondre sur ça si j'en vois là aussi, mais c'est quelque chose qu'il faudrait clairement explorer aussi sur la pulpe et reconstruire et regarder cette variabilité au niveau de tous les tissus. Parce que là, je me suis concentrée sur les tissus durs, on va dire sur les tissus émail et dentine, et c'est vrai que la pulpe est assez souvent, pas délaissée, mais en tout cas, elle mériterait d'être explorée plus en détail. Ouais. Ça pourrait être l'objet de prochaines recherches aussi. Ouais. Je me souviens, il y a quelques années, avec Pascal Pic, on avait regardé différents éléments entre... Alors là, c'est pour faire une comparaison entre les grands singes et l'homme par rapport à toute l'arcade. Et on se rendait compte que finalement, bon, les grands singes n'ont pas de prémolaires, ils n'ont que des prémolaires molarisés. Seul l'homme a des prémolaires. Donc, ce qui a permis, alors il y a eu différentes réflexions par rapport à ces constatations. On peut aller très loin, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Enfin, on n'a pas de par rapport à ça, mais ce sont des constatations qui sont intéressantes sur les formes. Vous avez parlé des formes, vous avez démontré les modifications de forme au niveau des dents, rattacher ces modifications de forme à une fonction qui pourrait être différente au fil du temps, et une adaptation à l'environnement. Ça peut être aussi des pistes. Il y a une piste intéressante aussi qui avait été explorée, mais bon, plus sur le rapport avec l'intelligence, l'intellectualisation. Je parlais tout à l'heure des enfants, et ce qui se fait donc, aussi bien dans le mode alimentaire, mais aussi l'intellectualisation des précoces des enfants, qui aurait un retentissement sur le mode d'éruption. Enfin bon, là, je vais m'arrêter. Merci pour cette info. Et c'est vrai que la prémolaire, pour revenir à Homo luzonensis, c'est notamment les caractéristiques de ces prémolaires, avec une combinaison de traits plus primitifs, plus grands singes et de traits modernes, qui a permis notamment la détermination, en tout cas d'assurer l'attribution à une nouvelle espèce, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez Homo sapiens ou Homo florensis, qui est à côté, qui est pas loin de Luzon où ça a été découvert. Donc c'est vrai que la prémolaire pourrait aussi mériter un sujet rien qu'à elle-même, et sur sa variabilité, et sur on pourrait faire, ouais, tout à fait, intéressant. Merci de votre remarque. Merci encore pour ce remarquable exposé, et surtout pour l'abondance, évidemment, de tout ce que vous avez pu collecter. Et l'évolution qui s'est passée entre le mésolithique, vous avez bien étudié, et le paléo, ou en partant à l'envers, hein, paléo, méso. Et puis maintenant, l'étude actuelle. Alors, est-ce qu'il n'est pas envisageable un jour d'arriver à une modélisation, finalement, de cette évolution dentaire, puisque on lit un petit peu partout, et si on anticipe, hein, en science-fiction, paraît-il, on terminera sans dents, ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Est-il envisageable, finalement, dans l'état actuel des connaissances, d'arriver à une modélisation de cette évolution pour peut-être envisager, à supposer qu'on ait une idée de ce qu'on mangera dans les millénaires qui viennent, voilà, l'évolution des dents par rapport à tout, au maxillaire, à mandibule, etc. Est-ce possible?
C'est tout l'enjeu, en tout cas, de mes recherches et de celles qui sont publiées, c'est de combiner tout ça, de continuer à documenter cette variation, cette variabilité pour en modéliser les aspects dans tous les sens, d'essayer de comprendre vraiment globalement comment ça se passe. Alors, en l'état actuel des connaissances, je pense qu'il va falloir encore quelques années de recherche pour pouvoir comprendre le phénomène, en tout cas avoir un aperçu un peu plus complet ou plus précis de sa complexité. Comme vous disiez, là, j'essaye d'utiliser le présent pour comprendre le passé, mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser le passé et le présent pour essayer d'anticiper et comprendre le futur et de voir comment ça va évoluer. Et ça, c'est vrai que les collaborations avec les dentistes, les cliniciens, c'est très important sur ces aspects pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils observent concrètement tous les jours en cabinet. C'est au niveau notamment de l'encombrement dentaire, des choses sur lesquelles on discute beaucoup, parce que c'est des choses qui coûtent beaucoup de temps de praticiens, d'extraire des dents ou d'avoir quelque chose... ça occupe une bonne partie de leur travail. Et c'est de comprendre ce phénomène, pourquoi est-ce qu'il est présent beaucoup actuellement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enlever les dents. C'est vrai que si on arrivait à comprendre et à modéliser ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça pourrait permettre d'anticiper, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'aider et de savoir un petit peu ce qui se passerait sur la suite, notamment au niveau des troisièmes molaires. Ça, c'est tout l'enjeu de voir les agénésies. Moi, j'ai pas regardé ça pendant ma thèse, mais là, pendant mes post-docs, j'ai commencé à les regarder sur les échantillons, savoir si la troisième molaire était tout le temps là ou pas. Et alors, j'ai pas les chiffres parce que c'est encore en cours de collecte, mais j'ai déjà le sentiment qu'une tendance se déclare parce que j'en observe de plus en plus au néolithique, alors que dans mes échantillons paléolithiques, mésolithiques ou plus anciens, la génésie, je la vois très rarement. Et là, il y a certaines populations, notamment du néolithique moyen du bassin parisien, où c'est quelque chose que je vois, je ne l'ai pas codifié, je ne l'ai pas compté encore, mais je sais que je l'ai vu beaucoup plus que dans les autres populations plus anciennes. Donc ça, c'est des choses aussi qui pourraient contribuer à ça et à ce modèle, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je pense qu'il va falloir encore des années de recherche et plus que moi, pour des collègues aussi, pour essayer de modéliser ça concrètement. Est-ce qu'à travers vos études, on arrive à déceler une évolution de l'âge du décès moyen des populations, une évolution dans le temps? Un changement d'âge au décès, c'est-à-dire des tendances à mourir plus jeunes sur certaines époques ou plus vieux sur d'autres. C'est peut-être probable, je ne l'ai jamais regardé. C'est vrai que l'espérance de vie, on dit qu'elle a augmenté. Il y a aussi le problème sous-jacent de comment on estime l'âge au décès et de la fiabilité de ces méthodes et de la représentativité des vestiges qui nous permettent de le faire. Parce que dans certains des sites, comme je vous l'ai montré pour les sites du Paléolithique supérieur, des fois on a un vestige humain représenté par une dent ou par un reste. Et du coup, on n'a pas la méthode suffisante pour estimer l'âge au décès. C'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde. Je n'ai pas les éléments en tête s'il y a des choses publiées sur ça précisément. Ouais, merci Moda pour cette superbe présentation très précise. Avec le projet Petite Souris, vous avez réussi à collecter une information extraordinaire sur les dents déciduales. Et finalement, avec tous les collègues avec lesquels tu travailles sur ce projet, est-ce que vous envisagez de tenter de collecter pour les mêmes individus des informations sur les dents permanentes qui feraient un suivi longitudinal sur les dents absolument extraordinaire que personne n'a jamais fait? On l'a fait, oui. Pour tous les individus qui avaient des dents permanentes disponibles, on les a collectées. Et globalement, c'est les extractions des troisièmes molaires. De mémoire, et il y a des prémolaires aussi. De mémoire, on a 36 dents permanentes. Donc c'est pas beaucoup comparé au reste, mais on a plusieurs individus pour lesquels on a quelque chose de longitudinal en effet. Et c'est quelque chose que j'ai commencé même à faire dans mon postdoc à Kent. J'ai pour au moins 4 individus, j'ai regardé la croissance de la DM1, de la DM2 et de la M3. Voilà, donc oui. Mais
ça sera un peu difficile d'avoir d'autres dents, plus dents que ça. Ou alors, il faudra demander à tout le monde de se faire extraire ses troisièmes molaires pour le projet. Oui, bah, ça aussi, je le fais. J'ai des collègues et amis dentistes qui me donnent souvent des dents, mais c'est des dents qui sont extraites parce qu'elles ont une pathologie en général. Et du coup, c'est un peu à prendre, pas avec des pincettes, mais bon, du coup, elles sont moins bien conservées que celles de la petite souris. Alors justement, puisque tu parlais de pathologie, au fur et à mesure de tes études sur les 3 périodes, tu as vu des pathologies récurrentes qui revenaient sur les dents, des choses comme ça? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la pathologie, je l'ai regardée. Et en général, quand les dents avaient une pathologie trop évidente, je les ai exclues. Ouais, voilà, j'ai essayé de comprendre, en tout cas j'essaye de comprendre la variabilité qu'on va dire normale, la variabilité non pathologique, parce qu'il y a déjà tellement de variables qui peuvent rentrer en jeu. Si ensuite on ajoute les paramètres de la pathologie, les facteurs qui ont pu causer des variations liées à la pathologie, donc il y a encore une couche de paramètres à prendre en compte. Donc j'ai pas regardé ça en détail, et j'ai par contre regardé... alors ça ne relève pas vraiment de la pathologie, mais la présence de tartre ou de caries sur ces dents. C'est vrai que c'est classique, ça peut être de la pathologie ou pas, à la limite de la variabilité pour le tartre, mais pour les caries, si, c'est de la pathologie. J'en ai observé très peu dans mon échantillon. Voilà, très très peu. Tu as évoqué les changements de population, les changements génétiques, etc. Si je ne me trompe pas, tu les as évoqués, peut-être sûrement d'ailleurs, parce que tu étais pour le néo et le mésolithique, où tu avais suffisamment de données pour commencer à avoir une variabilité et donc évoquer cette question-là. Moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'était la variabilité génétique qui était apparue, qui a été mise en évidence pour les hommes du Paléosup. Et du coup, il y a une certaine stabilité, ou il y a une certaine constance qui sort dans les dents de ces gens-là tout au long de la période. Et donc, justement, comment on intègre les données paléogénétiques dans un schéma qui reste stable, alors que c'est plutôt une boîte noire qui enregistre très vite les changements? Ouais. Et ben, ça, c'est une question très, très compliquée. Non, mais elle est très, très intéressante, mais très complexe, en fait, à différentes échelles, différents niveaux. On connaît finalement assez peu les facteurs génétiques qui influencent la variabilité morphologique des dents. Déjà, premier point. Il y a pas mal d'études qui ont été faites par des collègues australiens ou alors des collègues danois. Les collègues australiens ont beaucoup travaillé sur des jumeaux, des vrais jumeaux, des faux jumeaux, donc jumeaux dizygotes ou monozygotes, et ils ont regardé comment l'environnement jouait sur la morphologie de ces jumeaux qui avaient un patrimoine génétique commun. Et en fait, l'environnement joue aussi beaucoup. Il n'y a pas que la génétique qui rentre en compte dans la morphologie de la dent. Et les collègues danois, eux, ont pas mal travaillé sur des anomalies génétiques des chromosomes X et Y. Et ils ont mis en évidence qu'au cours de la croissance et de la formation des dents, il y avait le chromosome X, que je ne dise pas de bêtises, qui rentre plutôt en compte dans la formation de la dentine, et le chromosome Y qui a plus d'influence sur la formation de l'émail. J'espère que ce n'est pas l'inverse, j'ai un doute là. Enfin, en tout cas, les chromosomes sexuels interviennent de façon différente sur les deux tissus, émail et dentine. Et ça s'explique d'un point de vue embryologique. En fait, embryologiquement, l'émail et la dentine n'ont pas la même source embryologique au cours de la formation. Donc en fait, au niveau génétique, il y a tellement d'influence sur... il y a potentiellement tellement d'influence sur les différents tissus à différentes échelles que c'est très complexe à prendre en compte. Et donc prendre des haplogroupes ou des haplotypes en plus sur ça, donc lignée maternelle ou lignée paternelle, rajouterait aussi 2 échelles de compréhension. Et en fait, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur la génétique en elle-même de la formation de la dent
avant d'essayer d'intégrer les haplogroupes. Alors ça a été fait parce qu'on a des collègues qui travaillent évidemment sur ça, sur les remplacements notamment mésolithiques, néolithiques, où il y a beaucoup plus de restes. Et ça commence à se développer beaucoup pour le paléolithique et notamment autour du dernier maximum glaciaire, essayer de comprendre ce remplacement de population ou pas, ou comment ça a évolué au niveau de la génétique et des haplogroupes à cette période. Donc ouais, c'est quelque chose de très très intéressant, très excitant, mais il y a beaucoup encore à comprendre avant qu'on puisse intégrer ça dans tous les modèles aussi. Plus de questions? Non? Eh bien, il nous reste à remercier grandement Mona pour sa présentation.